On attend 10 secondes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. En cette nouvelle session de Diplomatic Webinar, ou webinaire diplomatique, nous avons la chance, bien entendu, de parler lors des 2 dernières sessions. Nous avons abordé la problématique de la pratique diplomatique, la diplomatie multilatérale, avec ses enjeux, perspectives, crise aujourd'hui. Nous avons aussi discuté de la diplomatie humanitaire, une thématique d'actualité très importante, surtout avec les différentes crises internationales que nous vivons au niveau international, la crise de l'Ukraine, la crise de Gaza, ainsi que différentes d'autres crises humanitaires un peu partout dans le monde. Donc, c'était un sujet très passionnant. Aujourd'hui, nous avons la chance de basculer vers je dirais, une thématique qui chapeaute ce que nous avons fait jusqu'à présent et qui est la communication diplomatique, diplomatic communication. Comme d'habitude, avant de commencer notre webinaire, nous allons vous laisser avec ces vidéos promotionnelles et nous reviendrons tout de suite. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir encore une fois pour ce diplomatique webinar portant sur la communication diplomatique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur personnel et institutionnel aussi de recevoir l'une des personnalités les plus importantes de la communication diplomatique, un expert de haut niveau qui nous a fait l'honneur aujourd'hui, bien qu'il soit son agenda soit très chargé, nous a fait le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous pour nous parler et nous donner ses points de vue, ses orientations, son expérience, partager avec nous son expérience pratique sur la diplomatie. Professeur Olivier Harifon, professeur universitaire, un grand diplomate, expert du terrain de la diplomatie, de la communication diplomatique, consultant en tout ce qui concerne bien sûr la pratique diplomatique et surtout le soft power de la communication diplomatique. Professeur Olivier Harifon est un ami du Maroc. Il a effectué un certain nombre d'opérations et de missions diplomatiques de haut niveau. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de le recevoir dans ce webinaire, en espérant bien entendu le recevoir en personne dans nos différentes activités. Professeur Olivier Harifon, bonsoir. Et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Et merci à vous. Professeur, merci également. Professeur, je suis très content bien entendu de faire cet entretien avec vous. Comme vous savez, dans différents programmes diplomatiques webinaires, nous effectuons votre présentation, puis nous revenons au débat et puis nous ouvrons le débat aux différents participants. Donc, professeur Olivier Harifon, je vous laisse avec votre présentation d'abord avant de revenir vers vous. Avec plaisir, merci. Bien. Eh bien, voilà, je note l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de présenter cette expérience, ou plutôt cette présentation que j'ai divisée en deux. Toujours l'idée de clarifier, de cadrer les propos. Non, pas encore. Et ensuite, de présenter des cas qui permettent de concrètement mesurer. Le titre reste en anglais, donc les outils stratégiques pour la diplomatie publique et le soft power. Alors, je tiens à dire que pour moi, ces deux mots sont deux faces de la même pièce. On peut en débattre des heures, c'est pas le propos aujourd'hui, mais en tout cas,
c'est comment, quand j'explique mon travail, c'est vraiment comment un État fait la promotion de lui-même. Le Maroc est un pays qui qui a une diplomatie très complexe et très complète. Maintenant, de nombreux pays font des choses similaires. Donc, je vais vous présenter ça en une certaine densité, mais pour laisser plus de temps aussi au dialogue et aux questions. Voilà, allons-y avec la diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, quel contexte d'abord? C'est un contexte général que vous pouvez connaître, mais que j'aime répéter. L'espace informationnel à l'échelle de la planète est quand même désordonné et peut être manipulé par certains types d'acteurs. Donc le bruit, l'information, les messages arrivent dans tous les sens. Nous avons tous des médias sociaux et nous avons tous des acteurs qui cherchent à promouvoir les États, qui cherchent à promouvoir leurs messages. Alors, dans ce contexte de compétition, finalement, les États cherchent à construire ou à maximiser leur perception. C'est-à-dire qu'ils doivent être connus par les différents types de publics. Et je résume ça bien souvent avec l'idée d'être sur la carte, c'est-à-dire dans la carte géographique, mais aussi dans la carte mentale que nous avons, c'est-à-dire d'avoir une image aussi complète que possible, que chacun ait une image aussi complète que possible d'un État. Et ça passe très souvent, mais pas seulement, par la promotion d'une image, ou souvent autour d'artefacts culturels et d'un récit, une narration, un narrative, un storytelling, d'un récit, je dis bien, censé être attrayant, et parfois c'est pas toujours attrayant, ce qui fait que certains publics peuvent se détourner de ces états. Donc, passons à la diapositive suivante. Quelles sont les évolutions actuelles de la diplomatie? Alors, ça va à une vitesse, ça s'est accéléré ces 10 dernières années. Moi, je m'intéresse au sujet depuis 20 ans. Ça s'est vraiment accéléré par deux choses, la compétition et le numérique. Donc, le numérique, c'est le téléphone que vous avez devant vous, et la compétition, c'est la planète sur laquelle nous vivons. On oublie bien souvent la question de la réception. Bien trop souvent, les États pensent que s'ils envoient un message, celui-ci va être reçu. Et s'il va être reçu, il va être accepté. Je vais vous montrer un cas où c'est pas vraiment la réalité. Et les approches, il y a beaucoup trop d'approches que je vais qualifier de touristiques. Pour faire une diplomatie publique complète, il faut croiser le récit d'un pays et les ressources d'un pays pour que l'image soit plus complète. Il se trouve que je voyageais, notre organisateur Mehdi Reis le sait, je voyageais hier, avant-hier, en revenant du Kazakhstan, mon voisin était un Marocain. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je lui ai dit, ce que je vous explique en ce moment. Ah oui, alors le Maroc, c'est le tourisme. Je lui ai dit non. Parce que si on réduit le pays à une seule dimension, c'est pas complet, l'image est incomplète. Et même, on peut tomber dans des clichés. Et donc, j'ai essayé c'était pas une conférence et on était tous en décalage horaire, mais j'ai essayé de lui dire que, un pays va avoir de l'économique, de l'humanitaire, du culturel, du touristique, et parfois même d'autres dimensions. Et le but de tout ça, c'est de convaincre, d'influencer et de communiquer. C'est-à-dire que c'est par les canaux de communication et d'influence que les États vont pouvoir séduire ou au moins être connus. Allons à la suivante. Alors, saisir l'ensemble, c'est un peu compliqué. Là, je vous mets quelques références, mais c'est-à-dire que c'est la formation d'une image. Finalement, quelle est l'image que, si nous sommes avec le cas du Maroc ou de tous les autres pays qui sont représentés dans l'audience, chacun de vous, là, qui peut-être sont d'autres pays que le Maroc et le mien, la France, comment se forme une image? En fait, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement cognitif. C'est l'ensemble des messages qu'on leur reçoit sur un pays qui va se construire, et il va y avoir des questions de confiance. Un pays doit être, j'allais dire trusted, doit être un partenaire de confiance, voilà. Il doit être légitime, et c'est un processus de co-construction, justement par différents types de ressources
des ressources, ce que j'appelle des ressources, mais pas des ressources minières, hein, ce que j'appelle des ressources culturelles ou autres, par les messages diffusés par les ambassades, puis par des résultats, parce qu'il faut bien évaluer les résultats, et en fait des combinaisons entre niveaux différents. C'est très clair, quand un pays fait très bien son travail, eh bien ça part du ministère des Affaires étrangères, c'est piloté par le gouvernement, le ministère des étrangères, chaque ambassade, et ça descend. Et chaque ambassade connaît ses cibles dans son pays d'accueil. Donc c'est là que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour que l'image soit complète, et j'y tiens selon, et je vais pas prendre ma baguette de professeur, mais j'ai un stylo dans la main, mais excusez-moi, chacun pour toucher différents types de publics, parce que si on ne parle qu'à une seule cible, par exemple les décideurs de Bruxelles, comme toutes les ambassades font à Bruxelles, là où je vis, eh bien vous oubliez les jeunes, les personnes âgées, les sportifs, les milieux économiques, etc. Donc le but, c'est de parler en combinaison, mais dans un message articulé. Et voilà, c'est la fin de ma présentation de cadrage, et j'ai deux cas que je vous présente maintenant. La diapositive suivante. Alors, tout d'abord, le Kazakhstan, un pays auquel je m'intéresse, pour deux raisons. Parce que c'est une puissance moyenne, mais que personne ne s'est placé sur la carte. Tout le monde s'est placé le Maroc sur la carte. Enfin, tous les gens que je connaisse, du moins, et je pense pas que ça soit une erreur. Mais le Kazakhstan, c'est une puissance moyenne qui n'a pas d'image. Alors, évidemment, elle fait face à du multilatéralisme, de la concurrence, donc elle doit structurer ses actions pour construire une image. Comme je le disais, sur une carte du monde à long terme, un pays mieux identifié. Alors, il y a un pays du Moyen-Orient qui a fait un travail depuis 20 ans, évidemment, c'est le Qatar, que tout le monde sait, n'importe quelle personne dans la rue, même de 15 ans, sait que le Qatar, c'est à tel endroit et c'est à telle image. Les dimensions de la communication, c'est la construction d'une image, c'est ce qu'on appelle la narration et en bon français la puissance douce ou le soft power, c'est-à-dire la capacité d'attraction d'un pays. Allons-y à la suivante. Alors que fait le Kazakhstan justement? Eh bien, elle a compris tout d'abord, je vous mets la référence de Bertrand Badi pour moi qui est un excellent chercheur, la puissance des petits pays ou des puissances moyennes est un fait nouveau dans le système international. Donc, il a écrit ça en 2004, il y a plein de pays qui s'en rendent compte maintenant. Donc les puissances moyennes cherchent à exister. Alors elles ont plusieurs solutions, c'est un petit peu théorique, elles peuvent faire du rééquilibrage, c'est-à-dire chercher à se regrouper, chercher à rééquilibrer une situation. Elles peuvent faire des regroupements ou elles peuvent louvoyer. Eh bien, si vous l'acceptez, je ne vais pas dire que le Maroc est un petit pays, mais on peut dire que c'est une puissance moyenne. Eh bien, alors, elle peut avoir des stratégies différentes au sein d'instances internationales pour se faire connaître. Et tout en ayant une identité où le discours reflète la réalité. Continuons, s'il vous plaît. Alors moi, j'utilise plusieurs méthodologies que je vous décris ici. Voici, j'utilise ici un index, deux index. Le premier, c'est le Soft Power 3.0 et le Kazakhstan, qui n'est pas dans les 30 premiers, n'est pas classé dans cet index-là. Donc j'en choisis un deuxième, le Global Soft Power Index, et on voit là, tout petit, c'est trop petit, désolé, mais là, en bas, la première colonne en bas, le pays est 79e et il était 88 l'année d'avant. Vous voyez, sur 160 pays, c'est vraiment une puissance au milieu du tableau. Je vais pas passer mon temps à comparer avec le Maroc parce que je vais pas étudier comme ça, mais on pourrait faire la même chose. Où se situe chaque pays? Et je sais par mes entretiens que les États regardent ces index pour savoir comment ils sont évalués par des structures extérieures. En général, ce sont soit des cabinets de consultants, soit des ONG qui établissent ces index. Donc on voit bien que le Global Soft Power Index travaille beaucoup sur le branding. Quelle est l'image de marque? Bon, on peut débattre des heures, mais c'est pas le propos. Ici, ça dure que 50 minutes et c'est pas une communication académique. Mais voilà, les index sont utiles et on va à la diapositive suivante.
J'utilise deux autres index, le Rule of Law Index. Donc on voit là, c'est l'état de droit, la qualité de l'état de droit du pays. Le pays est classé 50 à 0,53 sur maximum de 1. On voit que l'ordre et le facteur sécurité sont les plus importants et la qualité de la gouvernance obtient la plus faible évaluation. Qualité de la gouvernance peut vouloir dire aussi un certain niveau de corruption. Et bien là, on a un autre moyen de classer le pays. Enfin, un troisième index, le Good Country Index, c'est-à-dire comment un pays contribue au bien-être de la planète par différentes dimensions. Je vais rapidement, mais dans les trois cas, le Kazakhstan est au milieu du tableau et donc ça définit bien les forces et les faiblesses d'un pays. Bien sûr, je n'ai pas mis les index économiques ou les index financiers. C'est pas le propos puisqu'on est sur du social, on est sur de l'image, on est sur la communication. Mais ça pourrait exister. Allons à la diapositive suivante. Alors, comment on fait justement, à partir de ce cadrage, que fait le Kazakhstan? Eh bien, le Kazakhstan se met en position d'être un acteur de connectivité. Comme vous le savez, il existe la Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie chinoises, qui ne passent plus par la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, ça va passer plus au sud. Et le Kazakhstan a très bien compris cette histoire. Alors, il s'agit d'amener des biens par voie terrestre entre la Chine et l'Europe, les deux gros partenaires, et le Kazakhstan, chance pour lui, eh bien, est au milieu. D'abord, Astana Times, le journal anglais, en anglais, en fait la promotion, et puis, comme c'est financé par l'UE, eh bien, le Kazakhstan met en avant en permanence cette image-là. C'est l'une des manières d'exister sur la carte, et tous les chercheurs sur l'Asie centrale connaissent la carte que vous avez sous les yeux. Et donc, on voit bien Kazakhstan a un acteur qui va être au milieu. Ensuite, dernière ligne de cette diapositive, l'économie considérée à l'origine par Joseph Nye comme une ressource de hard power devient un attrait pour un pays. Et donc l'économie devient depuis quelques 4-5 années, par tous les acteurs, que ce soit la France, et on pourrait prendre aussi le Maroc ou le Pérou, devient un discours d'attractivité. Nous sommes un acteur de connectivité, donc ce n'est pas que de l'économie, c'est aussi relier les hommes, par exemple. Ou aussi être un acteur de paix, puisqu'on va faire du commerce, etc., etc. Allons à la diapositive suivante. Alors là, la guerre en Ukraine, en fait, a été, je l'ai constaté, puisque je reviens du Kazakhstan, a été un accélérateur de la prise de conscience des influences sociales et politiques imposées par la Russie et par l'Union soviétique. Et donc ça accélère la construction identitaire du Kazakhstan, qui cherche à prendre de la distance, voire même à se débarrasser de l'influence soviétique. Alors ils disent pas l'influence russe, mais l'influence soviétique. C'est intéressant. Passons à la diapositive suivante. Et alors, il y a un chercheur qui a publié un ouvrage dont vous avez la référence tout en bas. Alors c'est intéressant parce que c'est un ouvrage présenté à compte d'auteur. C'est pas si souvent. Le livre fait 6 kilos. Hein, il est grand comme un atlas. Hein. Eh bien, ce chercheur a été examiner l'ensemble des cartes dans des bibliothèques européennes et américaines. Il a cherché tous les noms des tribus kazakhs. Alors, c'est une longue histoire parce que les Kazakhs sont les héritiers des Mongols, l'une des hordes qui se divise en quatre. Les Jishran se divisent en quatre et ça devient des hordes. Il va y avoir des centaines il y a 45 noms dans l'ouvrage. Eh bien, ce livre, je ne vais pas vous faire un historique du pays ni de l'identité kazakh, mais ce livre est une manifestation d'une construction identitaire. C'est d'abord un objet promotionnel qui peut être offert par l'ambassade, et puis on voit bien que le chercheur, là, dit une image claire de l'avenir consiste en une connaissance fiable du passé riche et turbulent de la nation ininterrompue du Kazakhstan. Et alors, si vous connaissez l'histoire, c'est le dernier endroit sur la planète qui a connu des frontières. Mais l'auteur dit que la nation a toujours existé. Construction identitaire. Vous savez que les frontières définissent une identité. Donc cette région-là, qui est la dernière, à la fin du 19e siècle, à avoir connu des frontières stables, et encore, même jusqu'en 1960, eh bien, va se définir à travers un livre, et donc exister à travers des cartes. Passons à la suivante. Eh bien,
toujours pour être sur la carte. L'ambassade du Kazakhstan à Bruxelles a mis en place une newsletter avec 1200 abonnés toutes les 2 fois par semaine, 2 fois par mois, pardon. Alors il y a j'ai fait une analyse de 14 lettres. Et il y a 4 catégories: diplomatie et politique, économie, questions sociales et d'autres, tourisme, sport, environnement. Regardez bien, il y a 6 articles parmi les 14 lettres sur le couloir, le middle corridor, le TITR, c'est-à-dire sur la première carte que vous venez de voir. L'ambassade a tout à fait compris que au quotidien, pour la bulle de Bruxelles, le public bruxellois qui sont les décideurs, eh bien, il faut insister sur la carte, le middle corridor. Nous sommes au milieu entre la France. Si nous excluons la Russie, nous sommes entre l'Europe et la Chine. Donc nous sommes un partenaire. Volonté de présenter le pays comme un partenaire de confiance et pour mettre le pays sur la carte avec des cartes. Donc, et ce que je tente de vous dire, vous avez entendu tout à l'heure le mot que j'ai choisi, cohérence. Eh bien là, il y a cohérence du début jusqu'à la fin. L'ambassade du Kazakhstan met sur la carte, une ambassade publie un livre et dans son discours du président qui est assez bien diffusé, eh bien il met aussi le pays sur une carte. Voilà, c'est bon. On continue avec la diapositive suivante. Voilà, alors un exemple de la reconnaissance, d'une reconnaissance. Le président Macron est allé en novembre 2023 au Kazakhstan, la première fois qu'un président français y va. Et regardez le communiqué première ligne, le communiqué de presse officiel de l'Élysée dit soutenir l'effort de souveraineté du président Kassym-Jomart Tokayev contre la Russie et la Chine. En fait, finalement, par le discours officiel de la France, valide la stratégie politique de la présidence kazakh. Puisque le pays est, dans un communiqué officiel, montré comme un pays coopératif, prêt à suivre les règles internationales en matière de commerce, d'affaires, de politique et de droits de l'homme. Exactement. Nous sommes dans une communauté internationale. Certains auteurs, vous voyez lesquels, ne souhaitent pas respecter les règles internationales. Et là, un pays comme la France va valider par son discours la stratégie mise en place par le gouvernement. Donc on a bien pas simplement du tourisme, pas simplement être sur la carte, mais aussi être un partenaire fiable qui est un acteur en matière de commerce. Et c'était très très net dans l'ensemble des comptes rendus français et kazakhs de cette visite. Voilà, je pense que la diapositive suivante conclut l'image du Kazakhstan. À Bruxelles, la communication digitale faite par l'ambassade est au service de l'influence et de la crédibilité. Plus que ça, il y a à peu près une réception par trimestre ou non, plus que ça. Il y a une réception toutes les 6 semaines à l'ambassade du Kazakhstan pour promouvoir le pays et sa qualité. Il y a une résilience par le partenariat, c'est-à-dire que le pays se transforme, mais il y a quand même une rigidité relative du régime dans sa communication numérique, parce que c'est quand même une limite. La communication est est très institutionnelle à mes yeux. Et ça, c'est les marges de progression de ça. Voilà mon constat pour l'image du Kazakhstan. Voilà mon premier cas qui illustre les diapositives qui s'articulent avec le contexte que je vous ai donné des compétitions entre pays, la volonté de construire une image et une image aussi complète que possible. Ah, finalement, oui, le Kazakhstan, c'est un partenaire intéressant, pas simplement pour aller faire du ski ou du cheval dans les steppes infinies. Cas suivant maintenant. Une autre puissance. Alors, une autre puissance que j'étudie depuis 20 ans, où j'ai eu la chance d'aller 30 fois, c'est la Chine. Et alors là, alors, quand on est une grande puissance, c'est plus compliqué parce qu'on est sur la carte depuis plus longtemps. Et tout le monde, comme les États-Unis, tout le monde a une opinion sur les États-Unis. N'importe qui dans la rue, vous demandez, il a une opinion. Eh bien, de nos jours, tout le monde a une opinion sur la Chine. Alors, je suis l'auteur du livre que vous voyez là, et j'ai travaillé pour voir ce que faisait la Chine
pendant 12 ans à Bruxelles pour attirer l'attention du public et pour avoir un récit politique structuré. Et là, la conclusion, c'est de 2012 à 2020, une supériorité revendiquée. La Chine dit à l'ensemble du monde, nous avons un modèle supérieur à celui, sous-entendu, à celui de l'Occident, et nous allons vous le prouver, et nous allons vous montrer combien il est attractif. Alors, la diapositive suivante. Et évidemment, ils utilisent 3 discours. Le premier, c'est le classique, le soft power de la Chine. Alors, le soft power de la Chine, il y a, à ma connaissance, 500 livres, 5000 articles. Enfin, c'est un sujet inépuisable. Alors, il y a les instituts Confucius, les médias que vous connaissez tous, une tentative de faire des blockbusters pour faire des films. Je ne sais pas si vous avez vu le Great Wall, dont j'ai mis la copie d'écran là. Et puis, il y a aussi la culture traditionnelle, comme le Qigong, le Tai Chi et la médecine traditionnelle. Donc là, c'est vraiment, ça a été déployé de 2012 à Bruxelles et dans toute l'Europe jusqu'à 2022. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Vous allez voir pourquoi. Et je vais être assez rapide. Diapositive suivante. Mais la Chine, c'est aussi le commerce. Et c'est, alors en bon anglais dans le texte, c'est Trade and Soft Power for the Human Mankind, l'humanité humaine. C'est pas très heureux comme traduction, désolé. J'étais un peu rapide. Et la Chine se met sur la carte. Et oui, nous sommes un partenaire qui relie le monde entier, avec grâce aux échanges humains et grâce au commerce, eh bien le monde sera meilleur. Ça, c'est leur discours. C'est le discours. C'est un des chapitres de cet ouvrage. Et vous connaissez tous le port de Trieste, qui a été acheté par les Chinois, de Gênes, et puis d'autres. Je vais pas faire la liste. C'est aussi extrêmement documenté. Et on a là à nouveau de l'économie qui vient du soft power. Parce que le discours, il suffit de lire les discours du président Xi Jinping. Il y a écrit: nous sommes une puissance pacifique, nous faisons du commerce pour le bienfait de l'humanité. Avec des valeurs chinoises, mais ça, c'est pas dans le texte. Troisième ressource, merci. Des activités de promotion de l'image à Bruxelles. En haut, la remise la remise des œuvres complètes de Confucius à une bibliothèque, aux bibliothèques universitaires et au directeur, l'homme petit, le petit homme, je sais pas comment dire, et l'homme de petite taille, si on est correct, et le directeur du principal think tank travaillant sur la Chine et sur l'Asie. Donc les œuvres de Confucius leur sont offertes. En bas à droite, Take a Walk to China en 2019, c'est une journée grand public avec du tai chi, de la musique, de la nourriture, voilà. Et puis tout ça s'est arrêté avec le Covid. La Chine ne fait plus rien et commence à reprendre des petites activités. Et donc là, vous avez celle la Tea for Harmony Yaji Cultural Salon. Donc en fait, une cérémonie du thé réorganisée au centre culturel. Et toutes les autres manifestations qui étaient visibles dans Bruxelles se sont arrêtées. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, je vais vous répondre à la diapositive suivante. Eh bien, justement, j'ai fait un travail pour analyser l'image de la Chine. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Nous avons tous expérimenté le confinement et le Covid. Eh bien, il y a plusieurs études j'ai pas le temps de les faire les 4, j'en ai pris que 2. Mais il y a plusieurs études dans le monde entier qui ont analysé l'image de la Chine entre 2021, 2022 et 2022. Et il y a une rupture en 2020. Regardez là, au milieu, là, c'est un peu petit, mais vous avez la France, par exemple, une rupture extrêmement forte de l'image de la Chine qui passe de favorable à défavorable. La France a toujours été pro-chinoise pour des histoires que je vais pas développer. Vous avez là un cas extrêmement clair, la Suède en haut, et puis un troisième cas, le Canada. Tout ça parce que il y a des ressortissants canadiens ou suédois qui sont détenus de manière arbitraire en Chine. Et vous allez me dire en quoi ça joue? Mais parce que l'opinion publique suédoise et l'opinion publique canadienne, elle est au courant de ça. Et s'il y a quelque chose avec l'opinion publique marocaine, eh bien, elle sera au courant par les médias du pays.
Ça veut dire que l'activité de la Chine n'échappe à aucun pays. Alors, le Pérou, je sais pas, mais tous les pays qui font du commerce et qui sont concernés vont traiter de ça dans leurs médias. Et donc, l'opinion publique se construit à partir de ça. Et si la Chine oublie l'opinion publique, ce que je pense qu'elle a fait, eh bien, son image se dégrade. Deuxième diapositive qui explique la même chose. Et c'est un condensé, hein. Regardez, j'ai pris l'Asie du Sud-Est. Donc, les 10 pays de l'Asie du Sud-Est avec l'ASEAN, eh bien, nous allons tout de suite à la quatrième ligne, pardon. Absence de confiance dans la Chine, 58,1%. Confiance dans la Chine, 26,8%. Pourquoi? Parce que la Chine a un conflit avec tous les pays de l'ASEAN dans les Chines de mer du Sud, pour des revendications territoriales. Et que je parle avec des étudiants et des diplomates vietnamiens. Ah oui, oui, ils me disent. Je parle avec des Philippins. Oui, 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 oui. Et les images des bateaux chinois attaquant les bateaux philippins font le tour du monde sur Twitter, évidemment. Enfin, X, pardon. Et donc, on a l'image de la Chine est vraiment dégradée. Et c'est un discours que la Chine sait. Je sais qu'elle le sait. Donc, je suis pas là en train de taper sur les Chinois, mais son image est extrêmement dégradée dans la majorité des populations. Et il y a des livres qui travaillent parce que le Maroc et beaucoup de participants doivent être sur le continent africain. Il y a un African Barometer qui évalue aussi l'image de la Chine dans les pays du continent africain. Donc, et on a j'ai pas creusé, mais j'ai un collègue qui fait la même chose. On a des changements significatifs depuis 2021-2022 pour toute une raison de facteurs, parce que chaque pays a un cas particulier, mais la Chine maintient son discours. Diapositive suivante pour être dans les temps. Conclusion. Ben oui, je suis déjà arrivé, donc vous voyez, j'ai fait ça un peu vite, désolé. Mais je voulais vraiment faire un truc condensé. Conclusion, vous voyez, on peut avoir différentes méthodologies, des entretiens, utiliser des sondages, aller faire de la surveillance de réseaux sociaux, ce qu'on appelle des méthodes mixtes. Tout ça pourquoi? Parce que si on prend qu'un seul canal, l'image du pays, à mon avis, est incomplète. Si on prend tous les canaux que je vous propose, c'est le boulot du chercheur, mais c'est aussi le boulot du consultant, c'est aussi le boulot d'une structure comme la vôtre, Diplomatic Bridge, d'essayer d'assembler une image cohérente pour que on soit au plus proche de la réalité, pour que le pays qui veut évoluer fasse son travail. C'est normal. Alors, je vais présenter la nécessité d'une action cohérente multidimensionnelle, multicanaux, comme je vous l'ai montré très rapidement et vous poserez les questions que vous voulez. L'analyse passe par, ça c'est ma méthodologie, différents canaux et ça donne des résultats. Et des résultats que j'estime précis. Je l'ai vérifié il y a encore 2 jours dans ma mission au Kazakhstan. Il y a bien un accord entre la taille du pays, son passé, sa géographie et ses ressources mises en forme. Et quand je dis ressources, c'est pas les ressources minières, c'est pas l'uranium, c'est ses ressources de soft power. Et puis, la Chine avait a construit un dispositif complet depuis 2008, mais surtout depuis 2012 avec énormément d'argent, avait un récit structuré et harmonisé et un déficit d'image depuis 2022. Et il y a donc un pays qui cherche à apparaître sur la carte et qui réussit assez bien. C'est le pays le plus visible et le plus organisé de la zone. Il y a un pays qui est une puissance inévitable, incontournable, au même titre que les États-Unis, eh bien, qui a mis un dispositif complet, mais pour des tas de raisons, et je réponds à toutes les questions que vous voulez, il y a un déficit d'image significatif sur l'ensemble de la planète, ou en tout cas sur l'ensemble des études que j'ai vues. Il y a même un Central Asia Barometer que je dois aller analyser, qui analyse l'image de la Chine parmi les pays d'Asie centrale. Et puis après, il y a des discours, il y a des cas particuliers. Donc vous voyez, la diplomatie,
la diplomatie publique, le soft power, c'est pas juste envoyer des belles images de pandas ou de canyons ou de chutes d'eau. Ce n'est pas simplement dire nous sommes une puissance commerçante qui respectons tous les traités, c'est faire une activité cohérente sans froisser des publics et en restant dans une certaine dimension et qu'elle soit, pour reprendre les termes des deux conférences précédentes, multilatérale ou humanitaire, j'insiste beaucoup sur la cohérence d'un acteur et ça fonctionne, je termine là-dessus, entre le choix de la présidence ou du gouvernement ou du royaume, peu importe, la qualité et la décision du ministère des Affaires étrangères et sa mise en place à l'échelle d'un pays ou d'un continent à travers ses ambassades et ses autres acteurs. Parce que parfois, beaucoup de pays ont maintenant des agences touristiques ou autres, et ces gens-là doivent aussi travailler de concert en accord. Donc voilà, je vous ai présenté en 30 minutes un condensé de ma pensée à travers deux cas qui sont, vous le voyez, le résultat d'un terrain et qui prennent la forme de conférences, d'ouvrages, d'articles ou de séminaires de formation. Et bien voilà, bienvenue à l'heure des questions. Très bien, merci professeur Olivier Harifon pour cette présentation très très intéressante, très importante et riche en informations, riche aussi en vision, en clairvoyance et aussi en méthodologie. Je sais très bien que les étudiants qui nous suivent seront très ravis de décortiquer tout ça et d'analyser votre méthodologie, votre approche d'analyse, que moi-même j'ai été très intéressé, très stupéfait par votre travail. Je vous en remercie profondément. Comme vous avez bien dit, place aux questions, mais avant de cela, nous avons bien constaté le fait que la diplomatie, le travail diplomatique aujourd'hui ne consiste plus simplement à représenter ou à négocier ou à faire des discours ou à faire des notes diplomatiques à droite et à gauche. Le travail diplomatique aujourd'hui consiste bien plus que ça à construire d'abord une image du pays et à la faire diffuser. Construire et je ne dirais pas facile, mais construire est aisé, mais la faire diffuser reste, je dirais, un travail très minutieux et doit suivre une stratégie bien ancrée et bien structurée. Et aujourd'hui, à travers votre présentation, nous avons bien vu que des pays aussi puissants ou aussi grands peuvent avoir une image très difficile à changer ou à faire dépasser. Et bien entendu, comme le Kazakhstan, un pays qui, je dirais, ne se positionne pas assez fortement sur la scène internationale, disposer d'une image bien plus aisée et bien plus acceptable. Donc, je dirais que la communication diplomatique, la diplomatie publique ou le soft power constitue aujourd'hui un facteur ou un élément très important pour le positionnement d'un pays sur la scène internationale. Et là, je vais sauter le premier pas, je vais sauter, vous poser la première question en attendant bien entendu que les gens réagissent. Alors, parlons bien entendu de cette question de positionnement des États sur la scène internationale à travers la diplomatie publique et les soft power. Professeur, quels sont d'abord, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de diplomates qui nous suivent et qui vont réagir à tout ça, mais pour moi, quels sont les facteurs qui déterminent l'efficacité d'une communication diplomatique aujourd'hui? Au-delà de la négociation, au-delà de la signature des accords, quels sont ces facteurs qui déterminent cette efficacité? D'une communication diplomatique, c'est ça? Exactement, pour atteindre cette influence. Eh bien, je recommence par citer le mot que j'ai déjà utilisé, à savoir la cohérence. L'efficacité passe par la cohérence. C'est-à-dire, nous sommes un État comme un individu responsable de ses actes et de ses choix. Donc, la cohérence, ça va être, je fais ce que je dis, et je suis cohérent dans ce que je dis, entre ce que je dis et ce que je fais. Évidemment, tous les pays ont des problèmes. La France, Singapour, le Maroc et le Danemark, tous les pays ont un problème de cohérence entre des valeurs affichées et des réalités souvent internes. Souvent internes.
Et les facteurs d'efficacité, peut-être les KPI que vous avez utilisé, encore que les Anglais aiment utiliser, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un projet clair, un message bien construit, avec qui s'ancre bien dans la réalité du pays, et la cohérence entre les différents acteurs. Je trouve que, en tant que Français, je peux voir que il y a une certaine, on ne dit pas ce que fait le président Macron, mais ce que fait l'appareil diplomatique français est très cohérent dans sa pratique depuis 20 années sur la promotion de l'image de la France, par exemple. Et ça n'a pas changé, quels que soient les gouvernements. Un autre pays est extrêmement cohérent, c'est la Suède. Ils sont 7 millions d'habitants. Ils ont une diplomatie ils ont choisi 4 axes depuis le début, enfin depuis 20 ans, et ils n'en changent pas. Et ils vont pas plus loin que ce qu'ils peuvent faire. Donc les facteurs d'efficacité, c'est, alors, si on cherche, et je m'arrête là, si on cherche de manière concrète, c'est une structure dédiée au sein du ministère, un message cohérent, donc des ressources, et le fait que ça diffuse dans l'ensemble de l'appareil d'État, qu'il soit touristique ou pas. Je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, je ne sais pas comment ça se passe au Kazakhstan, mais le ministère du Tourisme, depuis 10 ans, est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Ça veut dire beaucoup en France, hein, ça veut dire beaucoup. Vous savez, il y a 89 millions de touristes par an en France, plus que d'habitants. Eh bien, pour avoir articulé tout ça, c'était sous oh là là, même avant François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, le ministère du Tourisme est sous le contrôle, pour dire ça, du ministère des Affaires étrangères. Parce que 89 millions de touristes, eh bien, il faut les soigner, il faut que le message soit cohérent. Donc, vous voyez, les facteurs d'efficacité, c'est vraiment la clarté de sa stratégie, des moyens, évidemment, et aussi la volonté de les mener sur le temps long. Ce qu'avait fait très bien la Chine entre 2012 et l'irruption du Covid, 2020. Effectivement. Donc, oui, je suis parfaitement d'accord avec votre approche puisque la coordination, la cohérence entre les différentes institutions et départements impliqués au niveau de la diplomatie publique constitue l'un des éléments les plus importants, un facteur le plus important de la réussite d'une bonne communication. Pour des raisons, je dirais, de temps, je propose à tout le monde de m'écrire des questions et nous allons immédiatement passer aux différentes questions. On va dépasser le débat. Je vais faire le débat, mais en même temps passer vos questions directes. Et donc, je reçois une première question qui est très intéressante, professeur, et qui est très brève et précise. Qu'en est-il de la méfiance des États envers la méfiance des États envers les organisations internationales? Donc, l'image des États au sein des organisations internationales. Voilà, donc c'est un diplomate africain, je ne vais pas citer le nom, mais c'est un diplomate, il a dit un diplomate africain anonyme qui pose cette question-là. D'accord. Alors, je ne sais pas bien dans quelle direction partir, mais alors, premier constat, les organisations internationales sont fatiguées. Ben oui, elles doivent se renouveler, mais il y a un certain nombre d'acteurs sur cette planète qui n'ont pas envie qu'elle se renouvelle. Nous les connaissons. Ouais. Et sur tous les bords. Hein. Alors ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, si j'interprète, hein, vous m'excusez, monsieur le diplomate africain, j'interprète, si vous pensez au Sud global, the Global South, ce concept qui n'a pas 2 ans et qui est permettez-moi de le dire, à mes yeux, inefficace, parce que les intérêts de l'Indonésie, du Pérou et de Malte du Rwanda sont loin d'être convergents. Mais si vous pensez à ça, pour changer les institutions internationales et à leur méfiance, avec une sorte de double standard, moi je suis partisan de dire que oui,
je suis d'accord pour changer les règles. Mais il se trouve qu'au-delà du Sud global, il y a des gens il y a des pays dans le Nord qui ne veulent pas changer ces règles. Et donc, je le regrette, peut-être autant que vous, mais moi je regrette que le jeu soit bloqué. Voilà. Une réponse courte, et j'espère elle est claire. Donc, Oui, les organisations internationales sont fatiguées, elles sont, elles tournent un peu à vide. Deux, il y a des pays dans le Nord qui n'ont pas envie que le système change. Et trois, il y a le Sud global qui a un discours, qui aurait un discours cohérent, qui reste à prouver pour dénoncer, merci, pour dénoncer un double standard. Mais pour l'instant, il ne se passe rien. Voilà. oui, effectivement. Vous m'entendez bien? Moi, oui. Très bien. Parce qu'il y avait une interférence. Alors, oui, très très bonne réponse en fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous et je sais très bien que c'est dirigé vers ce sens-là, la question-là. Mais je reviens à une question que je pose moi-même pour continuer dans le fil de la discussion. Parlons bien, on a parlé de facteurs d'efficacité, je dirais, de la communication, de l'influence diplomatique. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de diplomates parmi nous qui nous regardent maintenant. Et donc, une question très directe et précise. Comment les diplomates peuvent-ils évaluer et mesurer l'impact de leurs initiatives de communication? Voilà. Je, je vois bien, je vous vois, je vous vois venir, cher collègue. Euh, Eh bien, un peu de la même manière que la méthodologie que j'ai faite, même si cette méthodologie vient d'une approche académique et de la recherche, euh, euh, il est possible de compter, d'avoir des chiffres. Donc, euh, alors, vous voyez, l'ambassade du Kazakhstan dit j'ai 1200 subscribers, j'ai 1200 lecteurs. Alors, madame, vous évaluez vous évaluez quelque chose? Elle me dit non. Et pourquoi? Parce que, alors, permettez-moi, une réponse en deux trucs. Et la première est chercheur et la deuxième va apporter de l'eau à votre moulin. La première, c'est nous comptons. C'est-à-dire, nous comptons les chiffres. Alors, 1200 lecteurs, 1200 followers, tant de personnes à tel événement. Bref, chaque ambassade compte parce elle doit justifier les dépenses qu'elle a à son poste à la centrale. Donc, les ambassades comptent et font un rapport annuel de leur activité. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas compliqué. Ensuite, on fait du qualitatif. Donc, ça peut être des entretiens, ça peut être les index, et puis ça peut être des grosses études si on est un gros pays comme les États-Unis qui peuvent tous offrir. Et puis, deuxièmement, pour aller dans votre, et là, vous prendrez ça comme un clin d'œil, eh bien, il faut suivre les formations de Diplomatic Bridge parce que bien souvent, malheureusement, les ministères des Affaires étrangères, les formations proposées par les ministères des Affaires étrangères dans les instituts académiques ou diplomatiques, les académies de diplomatie sont extrêmement conservatrices et n'intègrent pas assez la dimension communicationnelle. Et ça, j'en suis persuadé parce que je parle avec des jeunes diplomates qui n'ont pas de formation, hormis la formation de base qu'on a tous, enfin qu'ont tous la jeune génération, il y a des lacunes dans les instituts diplomatiques de chaque pays pour prendre en compte cette dimension communicationnelle. Oui, effectivement, je vous suis dans votre raisonnement et je pense que vous avez complètement raison de dire qu'il faut absolument essayer de créer ces index, je dirais, d'évaluation et d'impact de différentes stratégies de communication et de cette transmission, cette construction d'images et mesurer l'efficacité de sa transmission au niveau international. Oui, Je saute la diplomatie pour poser une question de la société civile. très Quel est bien. le rôle des ONG, quel est le rôle des ONG dans tout ça? Et cette personne, on sait dans quel pays elle est? Oui, allô? Allô?
Oui, je vous disais, Oui, bon, pouvez-vous m'indiquer dans quel pays est cette personne? c'est le Maroc, c'est le Maroc. D'accord. Quel est le rôle des ONG? Oui. C'est une question enfin, comment dire, sans fin, infinie, ce que je veux dire. Elle est double. Parce qu'il y a deux choses. Il y a de nombreux États. Alors permettez-moi de dire ça de cette manière suivante. De nombreux États diplomatiques, non, de nombreux États démocratiques laissent leurs ONG agir ou soutiennent leurs ONG lorsque ça va dans leur direction. C'est une sorte de co-construction, une sorte de partenariat. D'accord? Mais il existe aussi des cas où certains États autoritaires créent des ONG pour diffuser la bonne parole et la bonne image, et ce qu'on appelle elles avancent masquées. Donc la difficulté, c'est quelle est l'ONG? Est-ce que le but est aligné avec le gouvernement, mais de manière autonome ou de manière forcée? Et nous vivons dans un monde complexe, en compétition, l'information peut être manipulée. Certains États créent des ONG uniquement pour ça. Nombre d'États Hmm. laissent ces ONG comme des structures de soutien ou les soutiennent parce qu'elle ne peut pas, un ministère des Affaires étrangères ne sait pas et ne doit pas tout faire. Il y a un cas intéressant dans un pays qui est même présent au Maroc parce que j'ai un étudiant qui a fait un travail magnifique là-dessus. C'est TICA, l'agence de promotion des intérêts, une ONG de promotion des intérêts turcs dans les pays musulmans. Et pas que les pays turcophones. Eh bien, TICA a agi au Maroc pour la reconstruction la restauration d'une mosquée. La mosquée de Kérouane, c'est ça? Peu importe. Ça Mhm. m'échappe Oui. parce que ça fait déjà 4 ans. Et donc, une ONG. Paraouine. Alors, Paraouine, de fait. hein, toute la question est de savoir, est-ce que TICA est 100% autonome du gouvernement? Est-ce qu'elle suit les injonctions du gouvernement ou est-ce qu'elle est manipulée par le gouvernement? Mon propos n'est pas de trancher, mais le propos est d'apporter une réponse à la question qui vient de m'être posée. Donc, tout le propos est de savoir quelle est la flexibilité dont disposent les ONG pour agir en direction du gouvernement ou pas. Voilà une réponse courte, mais Mhm. qui demande, je le sais, des heures et des heures de discussion, parce que le sujet est même un champ en soi, puisqu'il est clair que les ONG font des activités que des États ne savent plus faire ou n'ont plus les moyens de faire. Que ce soit en développement, en humanitaire, justement, Effectivement. ou Euh, ailleurs. Oui, oui, voilà. effectivement, je suis parfaitement d'accord. Il nous reste la place pour deux questions, une pour moi et D'accord. une pour l'audience, parce qu'on sait très bien que ça avait fait un énorme effort et donc on veut pas vous fatiguer davantage. Donc, ma question à moi reste la suivante. Les tendances émergentes, c'est-à-dire le futur, les perspectives. Que pensez-vous des tendances émergentes dans le domaine de la communication diplomatique? La digitalisation, la numérisation, la diplomatie 2.0. Donc, comment peut-on utiliser ou exploiter je dirais, cette magnifique tendance pour créer une bonne vision et une bonne stratégie publique au niveau diplomatique? Alors, vous avez cité les tendances, vous avez cité aussi la diplomatie 2.0. À mes yeux, c'est quelque chose que tous les États sur la planète ont intégré. 2.0, c'est juste l'utilisation des réseaux sociaux et du numérique à tous les étages. Donc, on fait une capsule vidéo, on la poste sur une chaîne YouTube dédiée. On fait un événement, on fait une capsule vidéo, on fait un tweet, c'est-à-dire juste l'articulation. À mes yeux, hormis peut-être la Corée du Nord, mais qui a un cas particulier qui peut qu'on met de côté, tous les pays sur la planète utilisent le numérique pour faire ça. Et tous les pays ont compris qu'il faut différents canaux, mais même s'ils ont compris ça, des fois, c'est pas efficace. Ensuite,
Est-ce qu'il y a des tendances après la diplomatie 2.0? Je n'en suis pas persuadé. On est à la phase où les outils n'évoluent plus beaucoup. Je sais qu'il y a un truc encore à dire, mais les outils techniques n'évoluent plus beaucoup, et c'est plus l'histoire de la capacité à faire une influence efficace, à toucher les différents publics. Et ça, c'est plus de la méthode que des nouvelles tendances. Puis, vous pouvez m'objecter, mes collègues chercheurs passent leur temps à écrire là-dessus depuis un an. Oui, l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle et la diplomatie. Bon, d'accord. Ben, j'attends de voir ce qui peut émerger. Parce que, hormis faire des faux avec hormis faire des robots, mais ça fait longtemps qu'on fait des bots qui tweetent. Les Russes ont inventé ça en 2016. Donc, il n'y a pas loin, ça fait un petit temps. Pour soutenir les Américains, n'est-ce pas? En tout cas, pour soutenir Donald Trump, pardon. À part les bots, ça fait longtemps. L'intelligence artificielle, à part des fausses vidéos, ce qu'on appelle les deepfakes, je ne vois rien émerger et j'attends de voir parce qu'il n'est pas sûr que ça crée une nouvelle tendance. Ça ne fait juste qu'un outil numérique de plus. À voir. Oui, oui, effectivement. Donc, on verra ça ensemble lors d'un séminaire ou d'une activité qu'on fera ensemble ici au Maroc, professeur. On en discutera davantage et profondément. Mais là, une dernière question peut-être et qui intéresse les jeunes qui nous suivent, qui sont la majorité de nos followers. Les jeunes diplomates aujourd'hui veulent savoir votre vision et aussi veulent que vous leur donniez un conseil d'expert en la matière. Un conseil pour un jeune diplomate? Oui, effectivement, les jeunes diplomates qui vont en herbe veulent un conseil d'un grand expert de la diplomatie publique et du soft power. Comment peut-on développer une bonne image et comment les jeunes aujourd'hui qui sont tendances, etc., peuvent exploiter cette sphère pour créer une bonne politique de communication diplomatique. Bien sûr, un conseil aux Marocains et aux Africains en général. Bien sûr, je leur dirais restez curieux à toutes les évolutions des sociétés dans tous les postes où vous êtes. Essayez d'introduire, parfois si votre pays est un manque de flexibilité, essayez d'introduire de la flexibilité et de la coopération. Qu'est-ce que je pourrais donner comme troisième facteur? Oui, restez curieux, c'est-à-dire ne pas s'enfermer dans des routines, parce que le métier diplomatique, finalement, c'est très souvent une boucle. On fait chaque année la même chose. Et c'est pour ça qu'on reste que 3 ans en poste. Mais on n'a jamais fini d'évoluer. Toujours penser que c'est la coopération qui va faire quelque chose plus que la tension. Et ça, c'est l'essence de la diplomatie. Et le dernier élément, oui, c'est ça. C'est que je pense que la communication est devenue au centre de 90% des process. Et c'est que il reste des pays, voilà, je conclue par ça, il reste des pays qui ne parlent qu'entre diplomates. Certains pays à Bruxelles ne font des événements uniquement pour les diplomates. Ils ne parlent pas au reste de l'audience à Bruxelles. C'est pas ouvert au grand public, c'est pas ouvert, il n'y a pas différents registres de manifestations. Et ça, je pense que c'est une erreur. Et les jeunes générations pourraient aller dans cette direction-là, c'est-à-dire la capacité à créer des événements qui va impliquer différents segments de la population, qui va permettre à l'ambassade d'être plus ouverte, d'avoir plus d'informations, et aux diplomates, très souvent, de mettre en valeur ses compétences. Voilà, donc merci beaucoup, professeur. C'est un conseil, je dirais, d'expérience d'un grand praticien que je vous invite tous, jeunes diplomates et moi-même, à prendre en considération, je suis toujours jeune, à prendre en considération et de mettre en place cette vision-là. Je vous promets, tout le monde et sous le contrôle du professeur Olivier Harifon, que nous allons effectuer un travail
de terrain sur ça, sous la supervision directe de notre cher professeur. Nous allons vous communiquer ça plus tard. Professeur Olivier Riffon, je vous remercie profondément au nom de Diplomatic Bridge, au nom de tous les auditeurs et tous les followers pour votre temps, pour votre expertise, pour votre participation et aussi pour votre énergie que nous vous avez transmis en discutant avec vous. C'est un plaisir que, Inch'Allah, j'espère rééditer en présentiel pour plus d'informations, plus d'échanges et plus je dirais, de transmission et de connaissances. Donc, merci, professeur Olivier Harifon. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention de ce webinaire diplomatique du mois de juin. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle session de diplomatique webinaire qui portera cette fois sur la diplomatie parlementaire avec toujours un invité d'exception. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Diplomatic Bridge. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.